Avez-vous déjà pensé à quitter l'éducation nationale tout en continuant d'accompagner des élèves dans leur scolarité? C'est ce qu'a fait Meriem, que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 20 du podcast. Après avoir enseigné la physique-chimie pendant 10 ans, elle a choisi de devenir COSI, conseillère d'orientation scolaire indépendante. En France, ce sont les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation des jeunes, et on compte environ un psy-EN pour 1500 élèves. Face à ce constat alarmant et à une demande grandissante, Meriem a créé une formation clé en main pour transmettre ses connaissances et ses outils à celles et ceux qui, comme elle, souhaiteraient devenir COSI. Elle a également fondé l'association des COSI en juillet 2024 pour développer la visibilité de ce métier d'indépendant auprès des institutions, des médias et des familles. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la 11e session de sa formation débute en mai prochain. Au programme, 8 séances de 4 heures de classe virtuelle durant lesquelles vous bénéficierez d'un enseignement pratique et concret, d'une communauté en ligne, de supports, de ressources et de méthodologies, de conférences mensuelles et d'un suivi post-formation trimestriel. Pour faciliter votre organisation, Meriem a mis en place 3 groupes de 12 personnes maximum, 2 en semaine, 1 le dimanche. À vous de choisir celui qui s'intégrera le mieux à votre quotidien. Depuis 2021, Meriem a permis à près de 300 personnes de devenir COSI, et un tiers d'entre elles étaient des profs. Alors si vous aimez transmettre, informer et travailler au contact des jeunes, tout en exerçant un métier qui a du sens, en toute autonomie et à votre rythme, cette reconversion pourrait bien vous convenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site internet meriemdraman.com et prenez le temps de répondre à son quiz intitulé « L'activité de COSI est-elle faite pour vous ?» Cette formation, certifiée Calliope, offre des possibilités de financement via France Travail, le FIFPL et les OPCO. Et si vous n'entrez pas dans ces cases, vous pouvez toujours obtenir 5% de réduction sur votre inscription en donnant à Meriem le code partenaire du podcast AJP5. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof, et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Eh bien, on va faire comme si on venait pas de discuter pendant 1 heure en off, et je vais faire semblant de te demander « Bonjour Caroline, comment vas-tu aujourd'hui ?» Bonjour Florence, ça va très bien, merci. Moi, je suis contente de te recevoir une nouvelle fois 5 ans plus tard. Merci beaucoup de prendre ce temps une deuxième fois. On s'est donné donc l'objectif de tenir en une demi-heure. Celui ou celle qui ira jusqu'au bout de l'épisode verra si ça a marché ou pas. Je me souviens qu'il y a 5 ans, j'avais, je crois, 3 heures de rush pour faire un épisode d'1 heure. Mais on avait beaucoup de similitudes, donc ça nous avait amené à digresser un petit peu. Là, est-ce que déjà pour commencer, tu pourrais te présenter pour les personnes qui n'auraient pas entendu ton épisode d'il y a 5 ans? Oui, alors déjà c'est un plaisir de te retrouver, ça me fait vraiment très Merci. plaisir qu'on échange toutes les deux. Donc je suis Caroline Le Cerf, je suis professeure de yoga, anciennement professeure des écoles, donc j'étais aussi spécialisée dans la grande difficulté scolaire et le handicap à l'époque. Et entre mes années de professeur de yoga, le temps où je suis devenue professeure de yoga et le temps où j'étais professeur des écoles, à la fin de ma carrière, j'étais professeur des écoles aux États-Unis, j'ai pris 10 années de disponibilité, dont 7 que j'ai passées en voyage autour du monde et pendant lesquelles j'ai eu la chance de ne pas travailler, de vivre sur mes économies que j'avais fait précédemment, notamment en vendant mon appartement à l'époque. Je crois que c'est la personne que je connais qui soit allée le plus loin dans une disponibilité. Ouais, c'était une grande chance et c'était un de mes rêves d'ailleurs, au-delà du rêve de voyager, c'était celui de m'offrir une mini-retraite entre mes 35 et mes 40 ans, qui a duré un petit peu plus, mais après j'ai commencé à donner les cours à la fin de la dispo et puis après j'ai dû démissionner puisque c'était le processus. Oui, sachant qu'il y a eu entre-temps un moment où il était même plus possible d'avoir une dispo de 10 ans d'un bloc. Il fallait demander 5 ans,
puis revenir enseigner 1 an et demi pour la convenance perso, j'entends, et ensuite redemander 5 ans si on voulait. Donc toi, t'étais bien tombée, tu l'as bien rentabilisé. Je suis allée au bout du truc. Même si, avec le recul, je me dis que j'aurais pu finalement démissionner plus tôt, puisque c'était vraiment garder la dispo pour une sécurité, vu qu'évidemment, on n'a pas de revenus et c'est plus dans le cas où on a envie de revenir dans l'éducation nationale et que l'histoire aujourd'hui connue fait que je ne suis pas revenue dans l'éducation nationale. Mais psychologiquement, je trouve que c'était quand même... en fait, moi, c'était juste un soutien psychologique, Ah bah, tout cette à, dispo. tout à l'heure, je te ferai réagir à un extrait de l'ancien épisode et tu verras que c'est exactement comme ça que tu présentais les choses. Donc, tu Ah vois, bah, parce tu que c'est vois. vrai qu'avec du recul, on peut avoir tendance à refaire un peu l'histoire. Mais bon, si on a fait certains choix à un instant T, c'est parce qu'à cet instant T, on était dans cette situation avec ses besoins, ses peurs, ses envies, ses critères, etc. Donc bon, difficile ouais, de se dire est-ce qu'on regrette ou pas de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que bah ouais, quand on regarde a posteriori, on se dit j'aurais pu, et en même temps si on l'a pas fait, c'est qu'il y a bien quelque chose qui bloquait. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler. En attendant, qu'est-ce que tu dirais qui a changé dans ta vie sur ces 5 dernières années, depuis le dernier enregistrement, que ce soit positivement, négativement ou juste factuellement? Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Je pense que j'ai forcément, 5 ans plus tard, un petit peu plus de certitude sur les décisions que j'avais prises à l'époque. Ce que je faisais me plaisait quand j'enseignais le yoga. J'avais choisi aussi de mémoire un confort de vie puisque j'avais décidé à ce moment-là, alors déjà de garder toutes mes vacances scolaires et c'est toujours le cas, donc ça n'a pas changé. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, moi qui aime faire des grasses matinées, en tout cas je me couche très tard, donc je n'aime pas me lever très tôt, j'avais choisi de ne pas enseigner le matin et de commencer mes cours que vers 14 heures et de faire les cours du soir. Donc ce qui a changé depuis, c'est mon calendrier de cours, parce que je me suis finalement résolue à travailler le matin. Disons que j'ai eu des propositions pour des cours le matin, des cours le midi, des cours l'après-midi, des cours le soir. Donc j'ai un calendrier de cours qui est beaucoup plus chargé qu'il y a 5 ans. J'ai aussi des revenus qui sont du coup plus élevés qu'il y a 5 ans. Donc ça, c'est plus confortable d'avoir des revenus plus élevés, forcément, parce que tu te poses un petit peu moins de questions. Mais des fois, je suis aussi contente comment dire, d'avoir... Enfin, j'essaie de garder quand même cet équilibre qui était important pour moi. Parce que par exemple, là, j'arrive à un total d'heures semaine qui peut varier entre... quand c'est très grand minimum, on va dire, je dirais entre 15 et 20 heures semaine. Ok. C'est plus proche de 18 en général, en fixe. Et après, si j'ai des contrats, en fait, c'est là que ça varie. Donc, ça va me rajouter des fois 3 heures. Mais tu vois, l'année dernière, si j'ai des contrats avec un collège, je travaillais tout le vendredi en plus. J'avais un contrat avec 2 maisons de retraite, je travaillais tout le mercredi en plus. Donc là, je travaillais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, par exemple, sur certaines périodes, et du matin au soir. Et du coup, ça a un petit peu changé mon rythme dans la semaine, tout en sachant que j'ai essayé de garder un confort pour moi tel que je l'avais avant, c'est-à-dire je prends les cours le matin, mais je ne travaille pas avant 9h30 le matin. Ouais. Donc ça me fait partir de chez moi vers 9h, 9h15, parce que je suis toujours très souvent à l'arrache quand même. Ça n'a pas changé. Oui, parce que pour la petite histoire, Caroline était en retard pour l'enregistrement, comme il y a 5 ans. Ouais, après, c'est pas quelque chose dont, entre guillemets, je me vante non plus, c'est une réalité, donc je m'invente pas non plus une personnalité. J'essaye, je fais toujours les gens en retard font toujours de leur mieux pour être à l'heure, malgré ce que pensent les autres, hein. C'est ça le paradoxe. C'est juste que je pense qu'on a tous aussi des connexions neuronales qui sont différentes, des façons de penser qui sont différentes, et c'est pas en termes de pensée intellectuelle, mais je sais que moi j'ai une conception du temps qui est très vaste dans ma tête, et c'est-à-dire que je perds la notion du temps parce que je pense à beaucoup de choses en même temps, et peut-être plus que d'autres personnes, je pense. Et du coup, en fait, il y a des moments où je me suis pas du tout rendu compte du temps qui s'est écoulé. Donc, je mets beaucoup d'alarmes, hein. Quand je travaille, je mets beaucoup d'alarmes. Le matin, j'ai 10 réveils. Donc, enfin, je mets 10 alarmes entre le temps où je dois me réveiller et le temps où je dois partir. Parce qu'en fait, j'ai besoin de me remémorer à chaque moment du temps qui passe. Donc,
Mais le fait de pas avoir cette pression de l'école, parce que du coup c'est très très rigide. Bon là évidemment je travaille essentiellement pour des associations, il y a des gens qui m'attendent. Si je vais en maison de retraite ou autre, c'est très timé, hein, donc je peux pas me permettre non plus de faire n'importe quoi. C'est pas du tout ça du tout en plus, hein. Je suis quelqu'un d'assez rigoureuse et plutôt sérieuse. Mais du coup, comme je te disais, voilà, je vais pas me faire taper sur les doigts comme une petite fille, la sensation que j'avais quand j'étais à l'école, parce que là, quand je parle de 2 minutes de retard, je parle de 2 minutes de Oui, retard. oui. Donc si tu as rendez-vous à 9h30 et que tu arrives à 9h32, bon, bah, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, même si à l'EHPAD, le monde peut s'être arrêté de tourner pour une ou deux personnes. Oui. Mais Mais ce ne sera pas de ta faute. globalement, ça change pas la face du monde pour la majorité de mes élèves. Je suis d'accord. Je vais te faire réagir à un extrait de l'ancien épisode. Je vais te laisser l'écouter tranquille et quand t'as fini, je te laisse réagir. Je suis pas peu fière de l'extrait que j'ai choisi parce que il fait vraiment le lien avec ce par quoi on a commencé l'épisode tout à l'heure. Quand tu es partie de France, selon ton échelon, parce que j'imagine que si tu réintégrais aujourd'hui, tu réintégrerais au même échelon. Exactement. Est-ce que tu sais à peu près combien tu gagnerais en réintégrant? Oui, 1 850 €. J'avais dit à peu près, mais c'est très précis. Et combien est-ce que tu gagnes là en enseignant le yoga? Actuellement, je dois gagner 600 €. Et d'un point de vue du quotidien, du coup, pour vivre au niveau de ton loyer, au niveau de la nourriture, etc., tu te débrouilles comment? Et bah, tout simplement, j'ai la chance d'avoir une famille qui est soutenante et je vis chez mon père, et dans ma maison, dans ma chambre d'enfant. Donc voilà, après on adore, enfin moi ça me pose pas de soucis, j'aime bien vivre comme ça. Parce que pour faire ce que j'ai envie aujourd'hui, ça en passe par là. Parce que, encore une fois, il faut en prendre conscience, la disponibilité, ça nous laisse une liberté de temps. En revanche, voilà, je veux dire, aujourd'hui, je ne serais pas à éducation nationale, j'aurais le droit à un RSA, par exemple. Je pourrais m'inscrire à Pôle emploi, j'aurais le droit à ce que mes formations soient prises en charge. Je pourrais même, tu vois, enfin, il y a plein de choses que tu pourrais faire pour avoir un soutien de l'État. Là, en étant fonctionnaire d'État et en étant dans l'éducation nationale, c'est comme si je me mettais des bâtons dans les roues. Mais en même temps, je garde aussi la possibilité de revenir dans mon métier. Parce que moi, si je démissionne, j'ai plus de possibilité de revenir, vu que je ne peux pas repasser le concours, vu que je n'ai pas de master. C'est très drôle d'écouter. Je me suis doutée. Surtout, Je te voyais sourire tout du long. ouais, mais parce que du coup, bah, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on a aussi un petit peu échangé. Et c'est une rétrospective qui est assez intéressante parce que comme je t'en ai parlé un petit peu avant qu'on démarre, pour préparer l'interview aujourd'hui, je savais pas trop ce que tu allais me demander, ce que tu allais me poser comme question. Et je me suis dit, comme je suis pas quelqu'un de très rigoureuse dans mes comptes, mais j'ai quand même, je te le disais, un petit carnet dans lequel je note J'ai vu. bah, tous mes revenus et mes versements à l'URSSAF et donc qui me permet quand même d'avoir une comptabilité même si c'est dans un petit carnet. Je me suis dit, je vais quand même calculer combien j'ai gagné en 2025 pour avoir une idée en fait. Parce qu'évidemment, bah, je sais combien j'ai gagné en 2024 puisque j'ai déclaré mes impôts, ou je sais combien j'ai gagné les années précédentes. Mais j'avais pas du tout fait le calcul pour 2025. Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais atteint mon objectif personnel qui était celui d'arriver à un revenu de 2000 € net par mois. Même si l'idéal pour moi, ça aurait été d'atteindre mon ancien salaire, qui était mon salaire aux États-Unis, mais qui du coup était autour de 3005, 3002, 3005. Donc là, j'y suis pas encore, mais Non. c'est mon prochain challenge. C'est en route. Tu pourras réinterview-moi dans 5 ans, ça sera fait. On va faire ça. Bah, je te le souhaite en tout cas. Après, par contre, si tu arrives à ces salaires-là nets, ça veut dire que en termes de cotisation sociale et même de statut d'entreprise, tu vas sûrement devoir faire des démarches administratives. On a vraiment une passion commune pour ce sujet, toi et moi, donc tu vas peut-être devoir passer en société ou ce genre de choses, ou déclarer la TVA, ou tous les trucs qu'on met de côté en se disant, bon, on verra le jour où ça arrivera. Bah, alors moi, c'est vrai que, alors, j'essaye pas de freiner du tout mon activité par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est une question pour moi, une vraie question de savoir bah, si je gagne plus, qu'est-ce que ça va me donner comme contrainte au niveau justement tout ce qui est calcul, tout ce qui est déclaration fiscale, tout ce qui est administratif à faire en plus.
parce que ça reste aussi une partie de mon travail. Du coup, vu que je n'ai pas de salarié dans mon auto-entreprise, c'est vrai que aujourd'hui, moi j'ai mon planning semaine, je garde mon vendredi pour toutes les tâches administratives. Et globalement, en fait, c'est une journée que je garde aussi quand j'ai des contrats à caler. Comme je disais, l'année dernière, par exemple, j'avais mis mes écoles sur les vendredis, ou ça peut être autre chose en fonction des contrats que j'ai, mais sinon, c'est ma journée administrative. Et c'est vrai que pour moi, ça reste quelque chose, je peux pas dire que ce soit la partie que je préfère de mon travail, c'est du tout. Et pareil, je suis très, très, très souvent au bout des deadlines, même si c'est pour réclamer mon dû avec mes factures, ce qui étonne beaucoup des associations avec lesquelles je travaille, parce que des fois, je n'ai pas réclamé ma facture avant, des fois, la moitié ou la fin du mois suivant, enfin bon, bref, voire des fois plusieurs mois de retard. Donc, comme ils me disent, t'as pas besoin d'argent. Si, mais en fait, tant que j'en ai encore un peu sur mon compte, Oui. Bon, après, là, j'ai essayé, j'ai beaucoup changé de choses, hein. Cette année, je me suis un petit peu plus disciplinée et j'ai réussi justement à envoyer mes factures vraiment être beaucoup plus collée dans les temps. Et même là, je suis assez fière de moi depuis, je dirais, le mois de septembre. Donc, c'est pas l'année fiscale, mais en tout cas l'année scolaire, parce que dans ma tête, je raisonne Oui, encore en année scolaire. moi aussi. Bon, faut dire qu'après, moi, mes cours de yoga sont beaucoup, pour la plupart, avec des associations, donc sont quand même répartis de septembre à juin. Oui. Donc, je raisonne en année scolaire, mais je travaille en année scolaire encore. Ça, c'était une des choses dont je voulais me libérer, donc ça n'a pas encore été fait. Ça viendra peut-être, mais comme, euh, comme je le disais aussi, ces cours que je donne dans les associations, ça me crée une forme de sécurité financière Oui. aussi parce que je sais que c'est du revenu récurrent et que je sais que de septembre à juin, je vais toucher tant. Euh, et ensuite, mes contrats viennent complémenter ces revenus-là, mais qui me donnent déjà une base. Donc, je sais déjà rien qu'avec mes cours de base, aujourd'hui, je gagne. Je te disais dans l'extrait à l'époque que j'étais autour de 600 euros par mois, c'était vraiment le début, hein. Ouais. Et là, tu vois, juste ma base de cours, je dois quand même être à peut-être 1000, peut-être déjà 1004 ou quelque chose comme ça, Ouais. 1004, 1005. Donc déjà, même ça, ça a plus que doublé en fait. Après, je pense que rétrospectivement, c'est vrai que tu le sais que les choses elles peuvent évoluer. On a souvent enfin, je trouve qu'on a souvent tendance à se projeter dans le pire. Mais globalement, quand ça évolue, que tu te lances dans une activité, ça va souvent quand même plus de mieux en mieux. Parce que, enfin, moi, en ce qui me concerne, déjà, tu as le bouche à oreille qui fonctionne sur. Moi, je suis stabilisée dans ma région. Donc, au fur et à mesure, moi, à l'époque, je revenais de l'étranger, mais j'ai repris pied aussi dans mon environnement. Même si j'avais déjà mon réseau, parce que j'habitais là avant, je suis née ici, donc j'avais déjà un réseau. Mais si tu veux, c'est vrai que le fait de vivre là, de recôtoyer les gens savent que tu es revenu. C'est vrai qu'il y a plein de contrats que j'ai eus parce que c'est des connaissances de connaissances, des nouvelles rencontres qui se font, etc. Et puis après aussi le bouche à oreille dans tes cours, enfin, où les gens se passent le mot et voilà, du coup ça déclenche aussi des nouveaux contrats. Quand tu vis dans j'ai envie de dire en province, Oui. t'as toujours, tu vois, le conjoint, le fils, la fille d'un tel qui travaille à tel endroit, qui a des contacts, etc. Donc en fait, finalement, les choses, elles se développent. Y a jamais rien de stable parce que par exemple, le contrat que je vais avoir avec une école une année, j'ai une école, je l'ai renouvelée 3 ans. Après, au bout des 3 ans, la direction elle a changé. Bon, les enseignants n'avaient pas forcément envie de refaire les mêmes projets, ce que je comprends aussi, hein. Moi-même, j'ai pas toujours eu envie de faire les mêmes Oui. projets en boucle. Du coup, ce contrat-là, par exemple, peut s'arrêter, mais bien souvent, on va me dire, ah bah attends, je connais un tel qui sera intéressé pour le faire. Donc moi, je vais aller démarcher un tel. Donc je fais très peu de démarchage, j'en ai très très peu fait. Et je marche quasiment qu'avec du bouche à oreille. Donc par rapport à l'extrait, tu vois, que tu disais, je sais que tu m'as fait écouter, il y a pas mal de choses qui ont quand même évolué. Après, en ce qui concerne
Ma situation personnelle, elle n'a pas beaucoup bougé parce que j'entendais dans l'extrait où je te disais que moi, un de mes conforts de vie, c'était aussi de vivre chez mon père, Ouais. ce qui est pour moi chez moi, hein, on va pas se mentir. Parce que ma chambre d'ado, pour le coup, je l'ai complètement réinvestie, hein. J'ai refait des travaux dans ma chambre, j'ai réaménagé ma salle de bain. C'est comme si j'avais un petit studio dans la maison. Après, on mange ensemble, on a une cuisine commune, comme si on était en coloc, mais j'ai vraiment une partie de la maison où ce sont mes quartiers. Et j'ai même un espace, parce que j'ai aussi fait des travaux, on avait un espace dans le jardin où j'ai mon studio de yoga, où au départ je recevais des personnes, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce que finalement j'aimais bien les cours individuels, mais la contrainte du cours individuel me convient pas, c'est-à-dire par exemple, le fait qu'il y ait des annulations de dernière minute. Tu vois, quand je travaille pour une association, bah, si les gens viennent pas, je suis quand même rémunérée. Bon, là, tu peux aussi imposer la contrainte que les gens te payent quand ils ne viennent pas, mais je l'aime pas tellement. donc, euh, donc je ne le faisais pas. Et du coup, c'est des petites choses comme ça qui ont fait que je me suis dit que non, c'était pas super rentable pour l'activité. Le fait aussi que moi, je suis quand même quelqu'un de très à l'écoute et très empathique et que les séances individuelles, elles débordaient beaucoup. Donc finalement, tu es rémunéré pour 1 heure, mais quand tu passes 3 heures avec une personne, ou même deux, ou j'ai envie de dire même 1 heure et demie, finalement, en termes de rentabilité, en termes d'entreprise, c'est pas rentable. Donc en fait, je pense qu'après, il faut être assez cohérent quand on veut développer l'activité. Il y a ce qui nous plaît, il y a ce qu'on aime, et puis il y a faire la différence entre un hobby et une entreprise. C'est exactement ça. Et je préfère à ce moment-là faire des hobbies avec mes amis ou mon entourage et traiter mon entreprise comme une entreprise et donc avoir une activité qui est rentable avec des tarifs qui me correspondent aussi. J'ai pas du tout envie de jouer au marchand de tapis avec les gens en individuel qui commencent à négocier si tu déclares ou si tu déclares pas. Moi, je déclare déjà tout ce que je gagne. Donc ça va aussi avec mon état d'esprit, ma façon de penser. Je sais que parfois les gens étaient très étonnés que quand tu es auto-entrepreneur, tu déclares tout, mais moi, je déclare tout. Mais non, du coup, tu vois, c'est pour ça que ça m'a fait sourire quand j'écoutais l'extrait, parce que je me dis, bah ouais, je suis toujours à la maison, mais bon, j'aime beaucoup mon mode de vie aussi. Après, pour moi, c'est un mode de vie confortable, hein, je veux dire. Mais en fait, c'est parce que là, tu vois, je faisais le calcul, même, il y a eu un gros gap, je te disais, entre 2024 et 2025, Ouais. parce que je suis passée d'un CA autour de 19 000 euros en 2024 à 2025, 31 000 euros de CA. Donc il y a eu quand même un gros shift tout d'un coup, Oui. parce que sinon j'étais plutôt autour de 18 000, 19 000 sur les dernières années. La toute première année, c'était très peu, hein. Oui, C'était, après bah, c'est normal que ce soit croissant aussi, mais c'est vrai que là t'as fait un gros bond mm, de plus un tiers sur une année. Mais en même temps, mm. peut-être qu'à un moment donné, la croissance est aussi proportionnelle. Après tu disais que bah forcément t'avais pris plus de cours, tu proposais plus de créneaux, donc fatalement bah t'as plus d'heures qui sont payées aussi. Le bouche à oreille continue, enfin c'est voilà, c'est dans sa globalité, je pense qu'il faut le prendre. Plus de cours, plus de contrats. Et après, par contre, je suis très très contente d'avoir gardé les vacances scolaires, parce que moi j'ai un métier qui est quand même physique avec le corps. Et en fait, tu vois, toutes les vacances scolaires, ça me permet quand même de récupérer. Même si j'aimerais bien être plus active en termes de pratique personnelle. Tu vois, je vois l'année dernière, autour du mois d'avril-mai, j'ai commencé à avoir mal à mon poignet. Donc après, j'adapte un peu mes cours et je suis un peu stratégique et je mets moins de poids sur mon corps, etc. Mais je pense que c'était une forme de tendinite qui m'a duré, même quand j'ai arrêté les cours, les 2 mois de vacances. Quand j'ai repris en septembre, j'avais encore un peu mal et puis ça s'est arrêté. Mais en fait, voilà, quand on sollicite le corps de façon excessive, parce que bah, même si c'est super de faire plein de yoga, c'est pas néfaste forcément, mais c'est comme tout ce qui est fait en excès, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc du coup, les vacances scolaires, ça me permet quand même de reposer mon corps. Et pour moi, je trouve que c'est aussi stratégique, hein, de pouvoir aller sur la durée, de pas abîmer son corps. Même si on peut faire aussi les cours à la voix, mais moi j'ai beaucoup de gens qui démarrent dans mes cours. On peut apprendre à débuter avec la voix d'ailleurs, mais je remarque que les gens regardent beaucoup au départ. Après ils ferment les yeux, mais au départ ils regardent beaucoup.
Je vais te poser une série de questions. Tu vas devoir répondre par oui ou par non. Si pour certaines c'est trop compliqué, on aura l'occasion de développer par la suite. Aimes-tu toujours autant voyager? Je pense que oui, mais je voyage un peu moins. Est-ce que tu envisages d'enseigner le yoga à l'étranger? Pas pour l'instant. De développer les retraites à l'étranger, oui, parce que ça, c'était déjà mon focus. Et là, cette année, par exemple, je reconduis ma retraite au Maroc, ce que j'ai dû J'ai annuler vu. l'année Ouais. dernière. Donc là, je suis très contente. On m'a même demandé une deuxième date, donc Ah, j'irai cool. peut-être 2 fois. Et j'ai même un gros projet, pour le coup, pour un public anglophone. Alors, je croise les doigts parce que je sais pas s'il va se réaliser. Je suis prof de yoga normalement sur une retraite bien nette. Bon là c'est encore très, j'en ai pas du tout parlé à personne, mais Ok, bon voilà, sur une destination qui me fait rêver depuis des années. Euh, mais pour l'instant le groupe n'est pas du tout encore complet. C'est une retraite du luxe, c'est d'autres tarifs que le tarif du désert. ok, très bien. Bon, tu nous en diras plus en temps voulu. As-tu la sensation de respecter tes besoins physiologiques actuellement? Ben, on en a parlé, je pense que oui, j'essaye vraiment de faire au maximum. Des fois, j'essaye vraiment d'ajuster, comme je te disais, bah, de respecter mon sommeil. Tu vois, par exemple, j'ai la chance, là, j'ai pas de cours le mercredi et le vendredi matin, donc j'ai quand même 2 grasses mat et le week-end. Bon, je finis tard le soir, à la base, ça me gêne pas trop, mais c'est vrai que là, cette année, j'ai dit non, par exemple, j'ai pas de cours le vendredi soir pour ne pas avoir tous les soirs chargés. Et puis, comme je te dis, je garde les vacances scolaires qui, pour moi, sont vraiment un sas et un confort que je trouve très utile pour mon corps, pour le coup. Très bien. Si tu avais pu rester en dispo pour toujours, penses-tu que tu y serais encore? C'est possible. C'est possible. Parce que, en fait, je crois que si on m'avait pas mis au pied du mur, j'aurais pas forcément démissionné tout de suite. Je pense qu'il y avait un vrai lien psychologique aussi, à rompre sur plusieurs choses avec l'éducation nationale. Je pense que ce qui est très bizarre, c'est que quand j'ai, par exemple, donné ma démission, puisque c'est ça, hein, quand on arrête la dispo, on donne sa démission, il y a vraiment cette sensation, enfin moi j'ai eu cette sensation de divorcer de l'éducation nationale comme une rupture de vie un petit peu, en laissant un chapitre derrière moi qui était ma passion, pour lequel j'avais beaucoup travaillé pour arriver là où j'avais envie d'aller, où j'ai réalisé beaucoup de projets aussi dans l'éducation nationale que j'avais envie de faire, notamment enseigner à l'étranger ou même quand j'ai passé mon cap ASH ou des choses comme ça. Donc renoncer à ces choses qui n'ont pas été acquises si facilement, c'était difficile pour moi. Et puis finalement, bah, on garde pas vraiment ça par la suite en charge. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je m'en sens détachée et comme un divorce, hein, je pense que C'est le ça. temps fait son œuvre Il y a plusieurs personnes qui en parlent comme ça. et tu acceptes que c'est une partie de ta vie qui était chouette, qui était bien tant qu'elle était là et qu'aujourd'hui tu vis autre chose. J'ai la chance que cette partie-là me plaise aussi. Donc j'ai pas forcément de regrets, mais c'est vrai que j'aurais pas forcément je sais pas si j'aurais renoncé à cette dispo parce que j'aime bien me garder des portes ouvertes. Je suis quelqu'un qui aime bien le changement, qui suis aussi multipotentiel, qui s'ennuie vite et qui n'aime pas les portes fermées d'ailleurs. Mais ça c'est bien, ça m'a appris aussi à tirer un trait sur quelque chose. Mais pour être tout à fait honnête, je me le suis dit plein de fois même si j'ai toujours pas spécialement envie de travailler à l'école, mais je me suis dit plein de fois, oh, bah, s'il fallait être vacataire, je pourrais faire vacataire, tu vois. Enfin, moi, ça me dérange comme boulot alimentaire. Ça me dérangerait pas plus que ça dans le sens où être vacataire pour moi, c'est pas être pieds et poings liés à l'éducation nationale, c'est faire une activité où tu es compétente, gagner de l'argent avec ta compétence et le faire comme tu as envie de le faire. Si t'as pas envie, tu peux t'en aller. Oui. Donc pour moi, je me sens pas. Mais c'est pas mon. Je veux dire, ça serait mon option Z, hein. Je pense que ça serait Oui. de A à Z, ça serait l'option Z. Ok, c'est noté. Il y a le temps de voir venir. C'est pas demain qu'on te reverra en Ouais, classe. Pas pour voilà. enseigner en tout cas. Bah, j'adore enseigner, mais tu vois, là, j'enseigne le yoga, je me le répète chaque jour. Pour moi, j'ai l'impression que ça m'a sauvée avec la personne que je suis,
parce que la chose pour laquelle j'ai le plus alors allez, on va faire la preuve de yoga de gratitude, c'est que, en tout cas, non, c'est que j'enseigne dans le silence. C'est que moi, mes élèves, ils parlent pas. Donc, Eh oui, bel ça, mais avantage. je suis archi fan. J'adore le silence. Je passe mes journées dans le silence. J'ai un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Je passe mes journées à respirer et à être assise en tailleur. Donc, pour moi, c'est parfait, hein. Ça m'aide à me concentrer. Je donne et je reçois. Donc, c'est parfait, tu vois. Et j'enseigne. Tu me fais une transition toute trouvée avec la prochaine question qui était regrettes-tu d'avoir quitté l'éducation nationale? Bah écoute, non, je regrette pas. Non, je regrette pas. Je pense que j'ai aimé vraiment cette partie de ma vie, mais que j'en vis une autre qui est plus confortable avec qui je suis aussi aujourd'hui et, euh, et notamment pour toutes les raisons que je t'ai évoquées, quoi. Et je pense que ce qui est important, et tu l'as très bien expliqué, c'est de savoir où est-ce que nous, on a envie de mettre notre balance. Et de savoir, bah voilà, les concessions qu'on est prête à faire, qui pour certaines personnes ne sont pas des concessions. Toi, quand t'en parles, j'ai pas l'impression que ce soit une concession que de vivre avec ton papa, si en plus t'es très famille. Là où dans notre société, c'est beaucoup moins le cas. Genre, on s'imagine, si tu vis vieux chez tes parents, tout le monde dira t'es un Tanguy, t'es pas indépendant, etc. Mais en fait, il y a des sociétés où tu vis avec tes parents jusque tard et bah toi, tu pourras pas avoir le regret de pas avoir passé assez de temps avec ton papa, par exemple. Bah en fait, moi, c'est exactement ma réflexion. Alors, la remarque que t'es un Tanguy, je l'ai déjà eue, hein. Ce qui me touche pas vraiment, on va dire. Comme tu dis, alors moi, ça fait partie de mes réflexions, justement, de me dire que je peux, à mon âge, profiter de la présence de mes parents. Faut savoir, mes parents sont séparés depuis que j'ai 14 ans, mais ma mère habite en face. Donc, euh, donc, je, Trop marrant. donc je la vois très souvent aussi. Moi, mes parents, quand je suis partie voyager pendant 7 ans où je suis partie aux États-Unis, sont toujours venus me rejoindre en voyage ou me voir tous les ans aux États-Unis. Donc j'ai fait beaucoup de voyages avec mes parents. Avec ma mère, on est parti en Nouvelle-Zélande. Je lui avais fait Klepper Trek, les 60 kilomètres en autonomie quand elle avait déjà plus de 60 ans. Elle était venue à Tahiti aussi, elle était venue à Bali le premier voyage. Et justement, je pense à ça parce on a dîné ensemble hier avec mes deux parents et puis on reparlait de ça justement. Et elle me dit ah c'était quand même cool et tout, on a bien rigolé et je lui avais fait faire plein de trucs. En Nouvelle-Zélande, je me rappelle, ma mère a peur de nager, on avait fait du kayak de mer, elle avait trop peur qu'on se retourne. Et mon père, lui, était venu au Chili. Mais du coup, tout ça pour dire que moi, oui, je suis proche de mes parents et c'est aussi ma philosophie de vie, c'est que je trouve que dans la vie, on passe beaucoup de temps, notamment du fait du travail, avec des inconnus. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir passer la majorité de mon temps avec des proches que j'aime, parce que évidemment, on n'a pas tous les mêmes relations familiales. Mais moi, j'aime nos relations, je trouve qu'elles sont chouettes et qu'on vit des choses ensemble. Après, je pense qu'effectivement, ça peut être perçu comme, pour certaines personnes, oui, tu prends pas ta vie d'adulte en main, ou de ce côté un peu Tanguy, mais en fait, ça dépend beaucoup de la relation. Moi, on a beaucoup d'échanges avec mon père. C'est pas l'un qui subit l'autre. On a ce modèle familial où on vit les uns avec les autres. D'ailleurs, ma sœur qui vit en Espagne, dans son immeuble, elle vit dans son immeuble seule avec sa fille, mais dans tous les apparts du dessous, il y a les grands-parents, les parents et les enfants dans le même appart de la même taille. Donc, Oui, c'est culturel ouais. Ce qui aussi. n'est pas du tout notre cas, puisque nous, on a quand même un espace où, euh, où j'ai de l'espace, hein. On a une maison, on Oui. a Mais même, tu vois, les gens, ils se projettent dans leur situation à eux, c'est-à-dire qu'ils vont dire ah, moi, je pourrais pas. Mais parce qu'ils s'imaginent, eux, dans leur relation familiale, vivre avec leur papa. Mais c'est pas du tout la même situation que toi dans ta relation avec ton papa. Donc en fait, ils se projettent par rapport à leur situation personnelle qui, bah, peut-être, eux, effectivement, ne leur convient pas, tout comme quelque chose d'autre qui va leur convenir ne te conviendrait pas à toi. Non, ça c'est vrai. Et puis en fait, il y a aussi, alors évidemment, nous on a des bonnes relations de base, mais il y a aussi, parce que maintenant ça fait longtemps qu'on habite ensemble, c'est ce que je me rendais compte la dernière fois, ça va faire 6 ans. Si t'as pas le souci de l'autre et que l'autre n'a pas le souci de toi et que chacun ne pense pas au bien-être de l'ensemble, vaut mieux vivre effectivement chacun chez soi. Mais voilà, moi j'ai la chance qu'on ait ça et j'en suis très heureuse. Et la dernière question que j'ai à te poser, c'est où te vois-tu dans 5 ans? Si tu arrives à te voir dans 5 ans. C'est pas forcément évident à répondre parce qu'il y a une part de moi qui est très bien ici.
Et donc, je me vois bien poursuivre ma vie ici, en fait, qui est donc, comme je disais, moi, je vis là où je suis née et je suis très contente aussi de pouvoir, par rapport à tout ce temps où j'ai vécu à l'étranger, où j'ai voyagé, parce qu'avec les États-Unis, ça fait 10 ans où j'étais pas en France, ou en tout cas, j'y revenais que partiellement, et du coup, je me rends bien compte que les relations se construisent différemment et qu'en étant sur place, tu vis tes relations différemment. Tu partages aussi les moments de vie avec les gens de qui tu es proche. Ce que j'adorais en voyage, c'était de rencontrer plein de nouvelles personnes, d'être toujours jamais dans le même environnement, de découvrir toujours quelque chose de neuf. Et ce que j'aime en ce moment, c'est de retrouver aussi bah, mes relations, de retrouver mes proches, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille aussi, mais en fait, je sais pas, c'est un petit peu différent comme sentiment, mais en ce moment, j'aime bien ça. Maintenant, dans 5 ans, bah, je serai peut-être encore dans ce confort-là, mais peut-être que, à l'inverse, ma partie plus exploratrice aura envie de ressurgir. Je pense que dans mon idéal, ça serait vraiment de garder un pied à terre ici et d'avoir une base ici et peut-être de vivre une grande partie de ma vie ici, mais d'avoir plus d'espace de voyage, d'avoir vraiment cet équilibre, comme je le souhaite depuis le départ, entre le voyage et l'ancrage. Et du coup, de pouvoir apprécier les deux à différents moments de l'année. Tu vois, il y a encore pas longtemps, je reparlais avec une personne, quand j'étais instite, il y avait ce truc qui m'attirait beaucoup, c'était le mi-temps annualisé. Et d'ailleurs, Oui, bah, je l'ai demandé. j'avais Ouais. failli reprendre en mi-temps annualisé, et puis en fait, bon, mon corps m'a fait trop de signaux d'alerte, et je m'étais retrouvée clouée au lit. Il a fallu que je démissionne complètement pour voir que c'était ça le vrai chemin. Et là, je n'étais plus du tout malade quand j'ai signé la démission, donc c'était vraiment le chemin. Donc voilà. Mais à l'époque, ce truc de mi-temps annualisé me parlait beaucoup, et là, dans ma tête, ça fait quelques temps que j'essaye d'élaborer un projet, alors je ne sais pas encore quelle forme il aura, qui me permettrait justement d'avoir ce mi-temps annualisé en tant que prof de yoga. Donc peut-être me mettre en collaboration avec une autre prof, de pouvoir avoir du coup mes projets voyage d'un côté et mon projet prof de yoga sur une partie de l'année. Et puis de compléter mon activité, bon ça c'est aussi un projet que j'ai depuis le début, mais moi j'ai toujours eu envie de faire ça, c'est de compléter mon activité avec des accompagnements en ligne autour du yoga, du bien-être, ce que j'ai un petit peu commencé cette année, mais j'ai pas, je l'ai testé, je l'ai pas développé. Ça c'est une grosse partie des choses que j'ai envie de faire pour essayer de ressortir un petit peu de ce calendrier scolaire auquel finalement j'avais envie d'échapper en devenant auto-entrepreneur et dans lequel je me suis remise parce que j'ai fonctionné avec le système, le tissu local associatif et qui est finalement calqué sur le calendrier scolaire. Pas les mêmes horaires, mais le même calendrier. Mais après, où je serai dans 5 ans, je sais pas, je savais même pas que je serais encore là, 5 ans plus tard. Parce que pour moi, au départ, si j'avais pas non plus repris de logement, c'est parce que j'avais pas envie de me réinstaller ici. Bon, en tout cas, je te souhaite que ça aille dans le sens idéal, même si c'est vrai que je pose la question, mais même moi, je sais pas où je serai dans 5 ans. En tout cas, si le podcast existe toujours dans 5 ans et que donc il fête ses 10 ans, j'avoue, j'arrive pas du tout à me projeter, j'y crois pas du tout. Et d'un autre côté, j'aurais jamais dit qu'il en aurait 5. Donc, qui vivra verra. Mais si c'est le cas, je reviendrai te poser la question pour savoir où tu es et ce que tu fais. Ça serait intéressant, justement. C'est une belle étude de cas d'avoir ce podcast qui continue, mais comme tu dis, si ça se trouve... toi aussi, tu seras arrivé au bout de ton aventure et tu auras envie de faire autre chose. Il y a je trouve qu'on a beaucoup de projets dans nos vies qui nous portent et qui nous passionnent pendant longtemps parfois, pendant des années. Tu vois, Oui. moi-même, mes 10 ans d'enseignement à l'éducation nationale, ça m'a porté, hein. J'aimais bien ce que je faisais et j'étais même plutôt une prof assez engagée dans mon métier, voire très engagée. Et puis en fait, moi je pense que la vie, quand on a la chance qu'elle soit longue, ça reste une exploration. Justement, c'est ce que j'aime, m'autoriser à pouvoir changer, à pouvoir se transformer, à pouvoir s'épanouir dans différentes choses et tester aussi différentes choses, différents modes de vie. Ouais. Et pour moi, faire aussi différents métiers, c'est presque, ça fait partie de cette exploration en fait.
ça fait partie de cette curiosité de qu'est-ce que c'est d'être ça, tu vois. Par exemple, je disais, bah, moi, sur le côté, ça m'arrive de faire des photos de mariage. Quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'être photographe de mariage. Bon, bah, j'adore faire des photos de mariage, mais j'adore le faire ponctuellement. En fait, j'en ferais pas mon métier, je m'en suis rendu compte. Et il y a plein de choses comme ça, je pense que j'ai encore envie d'explorer. Et tu vois, j'aurais jamais pensé que j'aurais été prof de yoga un jour. Moi, je suis pas du genre à être née dans la marmite de prof de yoga. Enfin, moi, je faisais de la boxe, tout ça. Enfin, j'étais pas du tout ou du tennis ou enfin d'autres types de sports qui sont beaucoup plus en percussion, etc. Euh, c'était pas mon truc le yoga au départ. C'est arrivé par hasard dans ma vie. Alors il n'y a pas de hasard, mais bon, c'est arrivé par hasard dans ma vie. Les portes que ça m'a ouvertes, j'ai eu envie de les transmettre. J'ai gardé mon activité de prof et j'ai transmis avec ça. Et peut-être que dans 5 ans, ça sera autre chose. Peut-être que ça sera toujours ça parce que je m'y épanouirai toujours. Mais en tout cas, dans tous les cas, parce qu'au départ, pour moi, c'était la vraie question de la reconversion, le sujet du podcast. Et c'est un message qui me tient à cœur. Je pense que 2 choses, on ne guérit pas dans un environnement qui nous rend malade. Et donc, je pense qu'il faut, quoi qu'il en soit, essayer de trouver des portes de sortie. Même si elles sont compliquées, il y en a toujours. Après, ça ne veut pas dire que la porte de sortie est toujours mieux. Mais en tout cas, elle nous donne l'occasion d'explorer autre chose. Et je pense que ça... Alors après, c'est moi par rapport à ma personnalité. Peut-être que tout le monde ne le ressent pas, mais je pense qu'on peut se renouveler à l'infini. Donc... des limitations, il faut enlever beaucoup pour s'en rendre compte. On peut avoir 1000 vies dans une vie, mais il faut se l'autoriser aussi. Et ça vaut le coup vraiment d'explorer plein d'options quand on ne se sent pas bien quelque part. Encore une fois, c'est surtout ça. Quand on s'y sent bien et que c'est agréable. Moi, j'ai des amis qui aiment toujours autant leur métier après 20 ans et qui s'y sentent bien. Heureusement, Non, mais... heureusement qu'il y a encore des profs. Mais oui, mais c'est important de le dire aussi, c'est qu'il y a des endroits où les gens sont bien et en tout cas trouvent un équilibre de vie et arrivent à grandir et à s'épanouir dans leur métier. Mais je pense que quand soi on s'y sent pas bien, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie. Alors c'est peut-être au niveau du travail, c'est peut-être nourrir d'autres pans de sa vie autrement pour essayer de mettre moins de poids sur le travail. Il y a des aménagements à faire, mais en tout cas, moi je sais que aujourd'hui, tu vois, je me fiche pas dans le changement non plus. Aujourd'hui, je suis prof de yoga parce que je m'y épanouis, ça me plaît. Et si demain je m'ennuie profondément, que ça me plaît plus, ou j'essaierai, ça veut pas dire que ça sera facile, mais je pense que j'essaierai de trouver autre chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu m'auras donné du travail, parce qu'on n'est pas du tout à une demi-heure d'épisode. J'en étais sûre, t'avais trop de questions. 1h07. T'avais trop de questions. Non mais tu sais que j'ai enlevé 3 questions en plus. Donc, on va voir ce qu'on coupera. Mais je te fais confiance parce que t'es vraiment une magicienne du montage. La dernière fois... Merci. C'est vrai, il y avait tout le... Ah oui, la dernière fois, j'ai enlevé 2 heures d'épisode et tout le propos était là. Ça ne s'entend pas trop. Non, tout le propos était là. Donc, je vais essayer de faire la même chose. Quoi qu'il en soit, je te remercie beaucoup parce que déjà tu as accepté de le faire une 2e fois et comme d'habitude tu as répondu à toutes les questions sans sujet tabou, sans langue de bois et tout ça. Donc c'est important pour moi, mais parce que je sais que c'est important pour les gens, c'est difficile de se projeter quand on donne des informations à peu près, on va dire. Donc là c'est hyper intéressant et surtout je suis très contente pour toi de voir que ta petite guillemets activité a bien décollé. Je me moque des gens qui disent ça, qui disent tout le temps petit truc, petit machin. Ouais. Non, tes grands cours de yoga ont bien décollé et ça me fait très plaisir pour toi. Donc j'ai hâte de savoir dans 5 ans ce que ça aura donné. Ouais, la nouvelle question, c'est ce que je te disais, c'est est-ce que c'est ton activité principale? Mais je veux dire, est-ce que tu fais que ça? Eh bien oui, c'est mon activité principale et en tout cas, oui, j'arrive à vivre aujourd'hui, en tout cas sans aide sociale. Félicitations Caroline. Clap, clap, clap dans les commentaires. Mais j'en ai jamais eu vu que j'étais fonctionnaire, donc. Mais oui. Non, c'était très chouette. C'était très chouette en tout cas de pouvoir échanger avec toi, de faire cette rétrospective, c'est toujours intéressant aussi, je trouve. Et puis après, tu vois, en écoutant l'extrait, je me rends compte que j'ai quand même une ligne de cohérence dans ma vie. Oui, et après, on sait pas ce qui peut se passer dans une vie, on peut passer du tout au tout. Moi, quand j'écoute l'extrait, je me rends compte que j'ai changé de micro et que j'ai bien fait. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains.
Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt! Avez-vous déjà pensé à quitter l'éducation nationale tout en continuant d'accompagner des élèves dans leur scolarité? C'est ce qu'a fait Meriem, que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 20 du podcast. Après avoir enseigné la physique-chimie pendant 10 ans, elle a choisi de devenir COSI, conseillère d'orientation scolaire indépendante. En France, ce sont les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation des jeunes, et on compte environ un psy-EN pour 1500 élèves. Face à ce constat alarmant et à une demande grandissante, Meriem a créé une formation clé en main pour transmettre ses connaissances et ses outils à celles et ceux qui, comme elle, souhaiteraient devenir COSI. Elle a également fondé l'association des COSI en juillet 2024 pour développer la visibilité de ce métier d'indépendant auprès des institutions, des médias et des familles. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la 11e session de sa formation débute en mai prochain. Au programme, 8 séances de 4 heures de classe virtuelle durant lesquelles vous bénéficierez d'un enseignement pratique et concret, d'une communauté en ligne, de supports, de ressources et de méthodologies, de conférences mensuelles et d'un suivi post-formation trimestriel. Pour faciliter votre organisation, Meriem a mis en place 3 groupes de 12 personnes maximum, 2 en semaine, 1 le dimanche. À vous de choisir celui qui s'intégrera le mieux à votre quotidien. Depuis 2021, Meriem a permis à près de 300 personnes de devenir COSI, et un tiers d'entre elles étaient des profs. Alors si vous aimez transmettre, informer et travailler au contact des jeunes, tout en exerçant un métier qui a du sens, en toute autonomie et à votre rythme, cette reconversion pourrait bien vous convenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site internet meriemdraman.com et prenez le temps de répondre à son quiz intitulé « L'activité de COSI est-elle faite pour vous ?» Cette formation, certifiée Calliope, offre des possibilités de financement via France Travail, le FIFPL et les OPCO. Et si vous n'entrez pas dans ces cases, vous pouvez toujours obtenir 5% de réduction sur votre inscription en donnant à Meriem le code partenaire du podcast AJP5. Ah, et si vous ne savez pas quoi écouter après cet épisode, Meriem a créé un podcast entier sur le sujet. Il s'appelle Les COSI Causes et vous le trouverez sur toutes les plateformes d'écoute. Et petit instant autopromo, c'est ma formation qu'elle a suivie pour créer son podcast. Vous m'en direz des nouvelles.